Bonjour à toutes et à tous, je suis Alain Villemeur et je vais animer ce focus avec Fanny Guinochet, qui est journaliste et chroniqueuse à France Info. La Bonjour. question est simple, qu'est-ce qu'une société de confiance intergénérationnelle? Elle est simple mais redoutable. Alors nous allons commencer pour introduire cette table ronde, par écouter la vidéo de Martine Vassal. Martine Vassal a été interviewée. Martine Vassal est la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône depuis 2015. Elle est également présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. C'est donc une élue qui est confrontée sur le terrain aux problèmes des différentes générations et qui œuvre pour la confiance intergénérationnelle. Donc je vous propose d'écouter sa vidéo qui va durer 10 minutes. À tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis avant tout ravie de pouvoir ouvrir cette table ronde sur ce qui doit être une société de confiance entre les générations. Et lorsque je dis « doit être », c'est qu'il s'agit pour moi d'un impératif auquel nous devons collectivement veiller. Et en plus, c'est un sujet qui m'est très cher. Très cher d'abord à titre personnel, parce qu'il a été au cœur de mon éducation, et parce que aussi je suis une mère de famille, je suis aussi une grand-mère attentive, préoccupée par l'avenir à la fois de ses enfants, mais aussi de ses petits-enfants. Ensuite, parce que la question intergénérationnelle est aujourd'hui centrale dans mon quotidien de présidente de deux institutions importantes. Importantes à la fois par le territoire qu'elles recouvrent, mais aussi par leur population. Je veux parler du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence. Aujourd'hui, nos sociétés contemporaines sont confrontées à une profonde crise de confiance intergénérationnelle. Il faut reconnaître qu'elle s'est accrue à l'occasion de la crise sanitaire, économique, sociale, humanitaire que nous sommes en train de vivre actuellement. Et oui, les jeunes se sont sentis sacrifiés. Oui, les plus âgés ont eu le sentiment d'être stigmatisés et ont souffert d'un profond isolement. Nous ne devons donc pas laisser le contexte abîmer davantage ce lien qui peut apparaître très fragile à bien des égards. Et il est primordial pour notre communauté nationale de se rappeler que la solidarité et la confiance entre les générations constituent la base de notre modèle social et aussi le ciment de nos sociétés. Comme je le disais, il y a un constat assez partagé d'une difficulté de notre modèle social à unir toutes les générations dans une même sphère. Alors, la tendance est à un double éloignement. D'abord celui de la jeunesse qui peine à entrer dans le monde professionnel dont elle n'est pas toujours comprise ni attendue, et celui des personnes dites âgées, mais je préfère les qualifier des personnes du bel âge, qui sortent de ce monde professionnel et qui peuvent rapidement être mises à l'écart, voire isolées. Alors de plus, nos modes de vie ont profondément été bouleversés. L'éclatement familial, la mobilité professionnelle ont distendu les relations sociales. Et ce fossé entre les générations ne date pas d'hier. Et il est assez naturel que les anciens cherchent à préserver les acquis, tandis que les jeunes, eux, veulent changer le monde. Il s'agit là, j'allais dire, de l'éternelle querelle entre les anciens et les modernes. Mais aujourd'hui, le phénomène a pris une ampleur dont il faut mesurer les conséquences. Les écarts se creusent sur la dette sociale, sur la dette climatique, sur la façon d'appréhender la valeur travail. En effet, aujourd'hui, les jeunes ont des priorités et des exigences qui diffèrent. Ils boudent les grandes entreprises,
Ils sont à la recherche d'un équilibre sans vouloir sacrifier leur vie privée, leur vie professionnelle. Pour autant, la jeunesse porte en elle de nouvelles valeurs, et en particulier des valeurs environnementales très fortes. Mais en tant que femme engagée et pragmatique, je suis convaincue que dans une république qui va vers une forte décentralisation, les initiatives locales et partenariales, ainsi que les expérimentations de proximité que nous pouvons mener, sont autant de solutions pour justement restaurer ce lien et cette confiance entre les générations. Alors, à la tête de la métropole Aix-Marseille-Provence et du département des Bouches-du-Rhône, j'entends prôner un changement de modèle global. Et ce changement, nous l'insufflons à travers un grand nombre d'actions. Alors, je citerai d'abord les maisons du bel âge. C'est emblématique parce qu'à l'heure où les difficultés budgétaires font souvent reculer les services de proximité, eh bien, j'ai fait le choix de créer en 6 ans 36 lieux dédiés à ces personnes du bel âge. Parce que aussi, c'est l'âge où l'on peut avoir une plus grande aussi liberté, mais aussi où on peut rencontrer certaines difficultés. Et dans ces lieux, nous comptons déjà près de 20 000 usagers réguliers. Nous leur apportons des services proches des gens et aussi une présence quotidienne. Cela va de l'aide administrative jusqu'aux animations sportives. Et bien entendu, c'est un espace de rencontre, où l'on crée, où l'on entretient, où on tisse un lien social, et notamment à travers des activités associant des publics de différents âges. Je parlerai ensuite de l'autre côté de la chaîne générationnelle d'initiatives qui contribuent à une citoyenneté active. Alors ces initiatives, je vous l'assure, alimentent la confiance des plus jeunes en leurs aînés et aussi en leurs institutions et dans la vie politique. La première, dont je dois avouer que je suis particulièrement fière, c'est la création du Conseil départemental des jeunes des Bouches-du-Rhône. Alors, loin d'être des faire-valoir, les collégiens qui en sont les membres travaillent entre eux à une meilleure prise en compte de leurs propres préoccupations par la collectivité. Ils participent également aux grands temps forts et aux cérémonies de notre institution, et aussi la mise en place de ce Conseil départemental des jeunes, à l'instar du futur d'ailleurs Conseil métropolitain des jeunes qui associera cette fois adolescents et adultes, témoigne de ma volonté de promouvoir la participation des jeunes au développement de leur territoire et de leur transmettre le sens de l'engagement et de l'intérêt général. Alors, au-delà de permettre l'éveil des consciences à la chose publique, ces actions sont autant d'occasions pour renforcer le dialogue et la confiance intergénérationnelle. Je suis certaine qu'il y a parmi eux d'ailleurs des futurs décideurs de notre pays. Il est donc crucial de les associer dès aujourd'hui à l'écriture de leur avenir, ainsi qu'aux défis qu'ils devront relever. En mettant en œuvre ce type de dispositif, nous montrons que nous croyons dans leur capacité à agir et à faire, et nous les encourageons aussi à anticiper leur action d'aujourd'hui et de demain. Tout à fait. Et j'aimerais évoquer avec vous une autre mesure qui illustre notre ambition. Nous l'avons baptisée Team 13. Alors c'est un cadre associatif que nous avons créé pour inciter les jeunes à s'engager dans des activités d'intérêt général de façon plus souple que dans le service civique. Alors la Team 13 compte plus de 600 jeunes, mais elle est aussi ouverte aux personnes de tout âge. Elle a participé à des actions de dépollution des plages, distribution des colis alimentaires ou encore des opérations de tests anti-Covid aux côtés et au profit de nos aînés et aussi des autres concitoyens. Il y a enfin des actions que nous menons pour favoriser les rencontres. J'en citerai quelques-unes dont les bénéfices ont été particulièrement marquants. Par exemple, pour le centenaire de la Grande Guerre en 2018, les membres du Conseil départemental des jeunes ont été désignés ambassadeurs du Bleuet de France par l'Office national des anciens combattants. Par ailleurs, au-delà de faire vivre la mémoire, l'organisation d'une grande marche commémorative intergénérationnelle
avec des anciens combattants, des personnes du bel âge, des collégiens, a été une formidable occasion de tisser des liens très très forts. Alors, nous engageons également dans de nombreux projets de logement qui favorisent la mixité entre les générations et les usages des lieux communs. Qu'il s'agisse de complexes intergénérationnels associant des foyers de personnes âgées, des multi-accueils collectifs, des médiathèques de quartier, ou alors des projets de résidences mixtes accueillant aussi des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, une crèche, une maison partagée avec des espaces extérieurs partagés aussi. Donc nous œuvrons pour créer des lieux d'échange entre les générations. Je conviens qu'assurer une société de la confiance intergénérationnelle ne repose pas sur un simple empilement de dispositifs, mais je veux également évoquer le concept innovant de Viage et Vie sur lequel nous travaillons avec la Banque des Territoires. Bien que le sujet soit tabou, nous nous attaquons aussi à la thématique sensible de la transmission. Et nous travaillons actuellement sur ce projet pour aider les propriétaires à se maintenir le plus possible à leur domicile. Alors vous le voyez, ce sont des exemples de terrain, du quotidien, et ce sont autant de preuves que nous prenons ces sujets à bras-le-corps, et ce sont aussi autant de pistes pour alimenter nos débats. Aussi, au même titre que les enjeux environnementaux, la question intergénérationnelle doit être au cœur de nos politiques publiques pour restaurer et aussi favoriser la confiance entre les générations. Il en va de notre devoir et il en va de notre responsabilité collective. Merci Martine Vassal, c'était très intéressant. C'était très intéressant de vous entendre parler des politiques concrètes qu'une grande élue peut mener sur d'importants territoires, en faveur de la solidarité intergénérationnelle ou en faveur de la confiance en fait intergénérationnelle. Je vous propose maintenant de passer au flash TDTE, c'est-à-dire à l'écoute d'un jeune chercheur, Mathieu Noguès de la chaire, qui va nous faire part de son analyse et des questions qu'il aimerait voir traitées. Qu'est-ce qu'une société de confiance intergénérationnelle? C'est l'un des sujets au cœur des réflexions de la chaire TDTE. Notre société française connaît actuellement une crise majeure de confiance entre générations. À titre d'exemple, le sondage IFOP mené pour cette journée de conférence indique que les 2/3 des Français pensent que les jeunes et les seniors ne se comprennent plus. Alors, pour appréhender cette crise, il nous faut distinguer 3 points de diagnostic. Les promesses faites aux différentes générations, l'impact de la crise Covid et enfin le rôle de la politique. Premier point, les promesses. La confiance intergénérationnelle repose sur des promesses faites à plus ou moins long terme aux différentes générations. Au cœur de ces promesses vient évidemment celle du niveau de vie, de l'augmentation du niveau de vie. Or, depuis 20 ans, on observe que le niveau de vie des jeunes augmente, mais de manière plus modérée que celui des actifs et surtout que celui des retraités. Si l'on prend un point de vue prospectif et que l'on regarde la perception des Français de leur système de retraite, on observe alors que, ces dernières années, les Français ont gagné en confiance quant à leur acquisition de droits personnels à une retraite future. En revanche, d'un point de vue plus général, un quart des Français pensent encore que le moment venu, le système de retraite n'existera plus. Ces questions, ces promesses peuvent évidemment porter sur le niveau de vie et les retraites, mais aussi sur des questions économiques, sociales et culturelles plus larges. C'est le cas de l'environnement, qui est le premier enjeu identifié par la jeunesse, alors qu'il n'est qu'un enjeu mineur pour les seniors. Nous illustrons là, une fois de plus, une divergence d'opinion autour d'une promesse entre les différentes générations. Deuxième élément de diagnostic, l'impact de la crise Covid. La crise Covid a eu un effet de catalyseur de la méfiance entre générations. En effet, du point de vue économique, l'incertitude a reposé sur les actifs, alors que les retraites ont été assurées. Et évidemment, un deuxième point important,
et la dette Covid qui reposerait sur les générations futures. Troisième élément de diagnostic, et dernier point de diagnostic, le rôle de la politique. La représentation des jeunes dans les instances politiques est faible. Évidemment, on pourrait argumenter qu'il n'est pas nécessaire d'être jeune pour faire de la politique pour les jeunes, et d'ailleurs pour toutes les générations. Certes, mais le poids démographique des seniors et leur taux de participation élevé au vote pourraient inciter les élus à faire de la politique pour les seniors. Toutes ces considérations viennent, pour conclure, soulever différentes questions. Tout d'abord, comment rendre les promesses faites aux différentes générations crédibles? Ensuite, comment sortir de la crise en renforçant le lien intergénérationnel? Enfin, comment réintégrer de l'intergénérationnel au sein des politiques publiques? Merci. Merci Mathieu Noguès pour ces questions fort pertinentes et qu'on va essayer de traiter. Alors, je vous propose de commencer par l'intervention de Claudine Athias-Donfut, qui est une sociologue très connue, qui a publié de nombreux ouvrages sur les solidarités entre générations et qui a publié en 2020 Avoir 20 ans en 2020, le nouveau fossé des générations. Alors Claudine, comment appréciez-vous ce fossé entre générations actuellement? Est-ce que vous pensez que ce fossé entre générations s'est aggravé avec la crise Covid? Comment vous pourriez caractériser ce fossé entre générations? Oui. Bonjour, merci pour toutes ces questions. Je ne parlerai pas particulièrement de la crise Covid, simplement je l'évoquerai, mais je parlerai plutôt d'une question structurelle que j'appelle le paradoxe générationnel. Alors que les relations entre générations sont généralement bonnes au niveau interpersonnel, elles se caractérisent au contraire sur le plan social, sur le plan culturel, par de profondes ruptures qui témoignent d'une crise de la transmission et ce qui renvoie aussi à une crise de l'éducation. Autant de problèmes qui ont déjà été évoqués en préambule de cette table ronde. Donc, les conflits de génération qui avaient marqué le XXe siècle se sont apaisés pour plusieurs raisons. La fin du patriarcat, la transformation de la famille, une éducation plus souple, le rôle nouveau des grands-parents qui est devenu très important dans la famille et le développement des solidarités familiales. Et parallèlement à cette évolution favorable, il s'est creusé ce que vous aviez évoqué et que nous avons qualifié de nouveau fossé des générations, un ouvrage d'ailleurs que j'ai écrit avec Martine Ségalène, je voudrais le préciser, et dans lequel nous avons fait une enquête, nous avons présenté les résultats d'une enquête que nous avons réalisée auprès des étudiants, auprès d'environ 600 étudiants. Alors cette enquête a été réalisée avant la crise du Covid, donc il n'y a pas des éléments et des réactions à cette pandémie. Mais d'après les résultats de cette enquête, les jeunes ne se déclarent pas proches des générations plus âgées, sauf en ce qui concerne les membres de leur famille et de leur entourage. Donc il y a la différence entre la vie privée et dans la vie publique, il y a une certaine distance à l'égard des autres générations. À la question de savoir ce qui caractérise leur génération, il souligne bien entendu le problème climatique, les crises économiques et politiques, l'inquiétude pour l'avenir et évidemment, comme ça a été fait avant la crise du Covid, ce qui va devenir une génération Covid ne traitait pas encore de cette question. Et de façon unanime, ils évoquent Internet et les réseaux sociaux. Donc, les jeunes sont parfaitement conscients des particularités qui rendent leur génération unique. C'est la première génération à être née et façonnée dans la civilisation numérique, avec des conséquences importantes. On connaît bien l'individualisme, la dépendance des réseaux sociaux, le déclin de la lecture et d'autres effets qui sont largement étudiés par ailleurs. Je voudrais souligner le fait que cette génération inaugure
ce que nous avons appelé un fonctionnement horizontal, en rupture avec le modèle qui semblait universel, l'enchaînement des générations successives par confrontation et opposition. Nos gènes ne se confrontent pas et ne s'opposent pas aux générations antérieures. Ils se définissent tout simplement en dehors d'eux, comme désenchaînés. C'est dans leur propre génération qu'ils trouvent leurs références et leurs figures d'identification. C'est une génération horizontale. Dans l'éducation qui est donnée dans la famille, comme à l'école, la question de l'autorité, celle du père comme du maître, s'est trouvée redéfinie, voire contestée. La crise actuelle de l'autorité n'est pas celle du pouvoir ou de la domination qui ont été rejetées. C'est un déclin de l'autorité morale, de la légitimité du passé, de la tradition, encore des générations précédentes. Alors on évoque souvent à propos de la jeunesse la citation de Tocqueville. En démocratie, chaque nouvelle génération est un peuple nouveau. Mais Tocqueville a aussi écrit « Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres ». Et cela signifie, selon Hannah Arendt, que sans tradition, il n'y a aucune continuité dans le temps. Par conséquent, humainement parlant, ni passé, ni futur. Refus de l'héritage et fonctionnement horizontal se confortent mutuellement dans le rejet des générations antérieures, dans le ressentiment à l'égard des politiques qui ne prennent pas la mesure de l'urgence des actions à mener face au dérèglement climatique et sur le plan social face aux inégalités qui se creusent, et des inégalités particulièrement accusées parmi les jeunes, on l'a répété tout au long de cette journée. Un exemple du clivage générationnel d'ordre culturel est donné par l'adhésion d'une partie de la jeunesse à de nouvelles tendances idéologiques importées principalement des États-Unis, qui se diffusent à travers différents courants, comme les études décoloniales, le féminisme intersectionnel, la woke culture, la cancel culture, le racialisme, la revendication des réunions non mixtes racialement, etc. Alors, évidemment, ce sont des notions qui ne sont pas familières à tout le monde, mais qui se développent aussi parmi les jeunes et qui véhiculent autant d'idéologies qui traduisent une vision du monde en rupture avec la tradition universaliste et la pensée des Lumières qui caractérise la culture française. Ces nouveaux courants suscitent d'ailleurs une forte opposition de la part de la majorité des intellectuels en France, mais ils reçoivent l'adhésion d'une partie des étudiants, notamment parmi les syndicats étudiants. Ce débat reste cantonné certes aux universités et ne concerne qu'une minorité finalement, aussi bien d'étudiants que d'enseignants, mais il ne doit pas être minimisé pour autant, car ces jeunes font partie des forces vives de l'avenir. Dans notre enquête, d'ailleurs, certains étudiants dénoncent l'intolérance qu'ils rencontrent dans leur génération. Il y a certes une diversité de tendances et des clivages au sein de la jeunesse, qui ne forment pas du tout une génération unifiée. Elle est composée au contraire d'un ensemble d'unités hétérogènes, irréductibles entre elles. On peut la caractériser de façon imagée comme une génération en grumeaux. En conclusion, il paraît essentiel de renouer avec la transmission et le dialogue des générations, ce à quoi s'efforce cette table ronde, et je salue son sujet. Et donc, il est important que ce dialogue se développe notamment sur la question de l'histoire et de la culture. Cela interpelle en premier lieu les plus âgés qui ont la responsabilité de transmettre et de former. Mais il revient à tous de développer le dialogue entre générations pour que se perpétue un monde commun. Je vous remercie. Merci Claudine pour avoir si bien décrit le fossé entre générations, ce fossé qui s'est creusé. Et nous allons maintenant donner la parole à Hakim El-Karoui, qui est essayiste, un essayiste de renom, qui a publié de nombreux ouvrages, dont l'un nous intéresse tout particulièrement. Publié en 2013, c'est La lutte des âges, sous-titre Comment les retraités ont pris le pouvoir.
Alors, Hakim, est-ce que la lutte des âges est toujours d'actualité, ou plus que jamais? Comment tu perçois cette lutte des âges et notamment le renforcement ou non avec la crise Covid? Merci Alain, merci de m'inviter et puis surtout merci de mettre ce sujet à l'agenda. Parce que je pense une des difficultés, c'est qu'on n'en parle pas assez, ou alors quand on en parle d'un point de vue, c'est important, politique et sociologique. Moi, je l'ai abordé d'un point de vue plus économique, plus macroéconomique même, en regardant un certain nombre de faits et un certain nombre de chiffres. Quand on regarde les faits et les chiffres, on se rend compte qu'il y a assez loin de la coupe aux lèvres entre le discours sur la solidarité et puis la réalité. On parlait des principes fondamentaux de la solidarité entre les générations. Moi, je pense qu'il y en a peut-être 2 ou 3. Le premier, c'est permettre au système actuel de perdurer. Ensuite, et c'est lié, penser le système de retraite sur 3 générations et pas seulement sur une seule. Et puis enfin, et je pense que c'est essentiel, il faut sortir du micro et regarder le macro. C'est-à-dire sortir des relations interpersonnelles pour regarder les grands agrégats économiques. Quand on regarde les grands agrégats économiques, et pardon, je vais vous donner quelques chiffres, mais c'est des chiffres dont l'ampleur est absolument majeure pour l'ensemble de l'économie nationale. Ce qu'on voit là, c'est la première chose, c'est que la pauvreté a changé d'âge. Si on interroge les Français sur qui est riche, qui est pauvre entre les générations, ils vont vous dire les personnes âgées sont pauvres. Ben, heureusement, c'est devenu totalement faux. Aujourd'hui, le taux de pauvreté des retraités, c'est 7%. Le taux de pauvreté général moyen, il est de 16% de la population qui est pauvre, hein, donc qui vit en gros avec moins de 1 000 € par mois. Et le taux de pauvreté des enfants, c'est-à-dire des familles qui ont des enfants, il est de 25%. Un quart des familles qui ont des enfants de moins de 18 ans sont pauvres. Donc la pauvreté a changé d'âge. La richesse aussi. La richesse aujourd'hui, c'est extraordinaire, je pense que c'est jamais vu à l'aune de l'histoire de l'humanité, tout simplement. Quand on ne travaille plus en France, eh ben, on gagne en moyenne plus que quand on travaille. Ça veut dire que, si je vous donne un chiffre, les retraités ont des revenus moyens qui sont supérieurs à ceux des actifs. 105% avant la crise du Covid, 110% aujourd'hui en 2020 après la crise du Covid, 115% même si on prend uniquement les baby-boomers, ceux qui ont entre 65 et 74 ans. Et puis, j'ajouterais, la pauvreté et la richesse ont changé d'âge, mais pas les impôts. Les retraités continuent à payer moins d'impôts que les autres, et notamment moins de CSG. La deuxième chose, c'est que la solidarité n'est pas assurée pour l'avenir. Il y a un déséquilibre démographique dans le financement du système social, et notamment des retraites, qui est connu depuis en fait pas moins de 50 ans, depuis la fin du baby-boom. Eh bien, on n'a rien fait pour l'anticiper. On n'a pas créé de fonds de réserve, on en a créé un, mais on l'a vidé, pour assurer la retraite des actifs actuels, qui financent énormément leurs parents et qui sont aussi beaucoup moins nombreux pour financer la retraite de leurs parents que leurs parents eux-mêmes étaient nombreux pour financer la retraite de leurs parents à eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait 3 à 4 au plus fort du pic démographique, 3 à 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à peu près 1,4, je crois, et on va tendre vers 1,2. Donc, tout ça, ce sont des chiffres qui sont bien connus et malheureusement, on ne les a pas anticipés. La troisième chose, et j'ai fait un exercice récent de travail sur les quartiers populaires, les quartiers pauvres des grandes villes pour l'Institut Montaigne, et qu'est-ce qu'on a vu à notre grande surprise, c'est que le département de la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus jeune de France, mais aussi le plus pauvre et là où il y a le plus d'immigrés, était le 8e contributeur au financement de la protection sociale. Et que c'était aussi, contrairement à tous les clichés qu'on peut avoir, le dernier receveur. Pourquoi? Parce que la protection sociale, c'est 730 milliards d'euros, c'est à peu près un tiers du PIB, c'est pratiquement le record mondial, et dans ces 33% du PIB, il y a 21% qui vont vers les plus de 60 ans. Il y a 330 milliards de retraites, et puis il y a à peu près 150 milliards de frais de santé. Qui finance? Essentiellement les actifs, puisque le financement se fait essentiellement à 85-6% par les revenus du travail. Et donc un département qui est très jeune, où il y a beaucoup de pauvreté et beaucoup de chômage, mais qui est très jeune et où il y a très peu de pauvreté, comme la Seine-Saint-Denis, émet beaucoup de financement, mais finalement on reçoit très peu.
Alors on pourrait se dire, bon, tout ça, c'est pas très grave, c'est pareil partout. Mais non, c'est pas pareil partout. Et ça, c'est un problème de compétitivité pour le travail en France. En Allemagne, après les réformes notamment de l'agenda 2010, aujourd'hui, les estimations sont qu'il y a 90 milliards d'euros de plus qui sont payés par les actifs français pour financer rien que les retraites, comparé aux actifs allemands. 90 milliards d'euros de plus qui pèsent chaque année sur le travail. Il y a eu une réforme récente avec le CICE pour essayer de faire baisser les charges. C'était 30 milliards d'euros. Donc c'est un poids qui est absolument colossal, qui pèse sur les actifs et qui en fait crée du chômage parce que c'est un problème de compétitivité. Alors, que faire? Je pense que c'est ce que vous faites. Il faut réussir à porter ce débat sereinement et en faire un débat public. C'est en fait déjà un débat privé. Les grands-parents aident leurs petits-enfants et disent, écoutez, regardez, on se dévoue, et c'est d'ailleurs vrai, très souvent, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective. Et le sujet, ce n'est pas aider ses petits-enfants, c'est très important. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est ne pas avoir à aider ses petits-enfants. Pourquoi les grands-parents aident-ils leurs petits-enfants? Parce que leurs petits-enfants, quand ils rentrent sur le marché du travail, ils ne gagnent pas assez. Et les coûts, notamment les coûts immobiliers, et notamment dans les grandes villes, sont trop importants. Pourquoi? Parce que la concentration des richesses dans une seule génération, une génération de propriétaires, les retraités sont propriétaires aux 3/4 d'entre eux, le poids des charges qui pèsent sur le travail, j'enlève le travail peu qualifié, je prends tout le reste, fait qu'il y a des barrières à l'entrée sur le marché de l'emploi et sur le marché immobilier. Alors comment on fait? Il faut faire un grand travail de pédagogie, il faut mettre à l'agenda du débat public ces inégalités. Aujourd'hui, tous les chiffres que je vous donne sont à la fois connus des experts, connus des politiques, mais pas dans le débat public. Et puis les politiques, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, parce que quand on leur parle, quand on leur donne ces chiffres qui sont contestés par personne, ils disent « oui, bien sûr, mais qui vote ?» Ce sont les retraités qui votent. Il y a plus de 50% des électeurs en 2017, 52 ou 53% qui avaient plus de 50 ans. En Allemagne, c'était il y a 20 ans déjà la situation, et même elle était de certaine manière plus contrastée sur le plan démographique, mais il y avait une prise de conscience générale dans la société allemande de l'impasse démographique, de ce qu'elle portait, ce qu'elle pesait, ce qu'elle faisait peser sur l'économie. Donc il faut penser long terme, il faut sortir de la politique à très court terme, et il faut, j'espère, réussir à reconstruire un pacte entre les générations. Mais je vous le dis très clairement, ce pacte-là aujourd'hui, il est en train d'être déchiré. Merci à vous. Merci Hakim. Merci d'avoir rappelé quelques chiffres incontestables et puis d'avoir commencé à parler de la concentration des richesses. Alors, je vais donner maintenant la parole à Luc Arondel. Luc Arondel est économiste, directeur de recherche au CNRS, professeur associé à l'École d'économie de Paris, et c'est un grand spécialiste de tout ce qui est patrimoine et transmission. Alors, Luc, est-ce que tu peux nous faire part, en quelque sorte, de ton analyse sur le rôle que le patrimoine peut jouer, qu'il joue actuellement dans la solidarité intergénérationnelle ou dans les écarts de concentration de richesse entre générations? Eh bien, merci Alain. Donc c'est vrai que la question initiale, c'était de savoir si, voilà, qu'est-ce que c'était qu'une société de confiance. C'est vrai qu'en ce moment, on a plus l'impression que c'est une société de défiance intergénérationnelle qu'une société de confiance. Hein, je prends l'exemple effectivement on parlait de lutte des âges dans l'exposé précédent. C'est vrai qu'il n'y a pas un jour sans qu'on entende parler des boomers versus les hockey boomers, hein, puisqu'effectivement, il y a même des t-shirts qui sont en vente qui préconisent qui est Have a Terrible Days, comme ils disent. Et la semaine dernière, il y avait encore donc Julien Bayou du Parti écologiste qui voulait mettre les boomers au pilori, les exclure un petit peu de leur base électorale. Donc tout ça n'est pas très pacifié. Donc si on veut résumer, hein, les hockey boomers accusent les boomers de tous les maux de la terre au sens propre et au sens figuré. Donc à la génération dorée, on oppose la génération plombée, à la génération bénie, la génération pourrie. Les anglo-saxons parlent de la jinx generation, c'est-à-dire la génération poissarde pour parler des milléniums. Alors en termes financiers, il y a une large littérature, hein, qui analyse les gaps financiers entre les générations, en termes de bien-être, en termes de consommation, en termes de niveau de vie. Moi, comme le disait Alain, je vais rester dans mon domaine de compétences, hein, qui est celui du patrimoine. Alors le premier constat, hein, si on prend un petit peu de recul, depuis 25 ans,
on s'aperçoit que les patrimoines n'ont jamais été aussi élevés. C'est-à-dire que depuis 25 ans, le patrimoine privé des ménages a plus que triplé, hein, puisqu'aujourd'hui, en 2019, selon la comptabilité nationale, on arrive à un chiffre un stock de patrimoine qui était de 14 000 milliards d'euros. Ça s'ajoute, on parlait tout à l'heure en introduction du Covid, s'ajoute l'épargne Covid, hein, qui va, selon les différentes institutions, va s'élever à peu près 200 milliards d'euros. Alors si on prend aussi parce qu'il y a un autre chiffre, hein, c'est le rapport du patrimoine sur le revenu, eh bien c'est le même constat, c'est-à-dire que depuis 25 ans, il a augmenté, c'est-à-dire qu'il a doublé puisqu'il est passé de 5 à 10. Ça veut dire qu'aujourd'hui, hein, le patrimoine représente à peu près 10 années de revenus disponibles des ménages. Donc, si on prend un peu de recul historique, hein, ce rapport, il avait baissé jusqu'aux années 50 et depuis, il augmente continuellement et le niveau qu'il a atteint aujourd'hui, hein, est inédit depuis 100 ans. Ça, c'est vrai en France, mais c'est aussi vrai en Europe. Donc, premier constat, il y a une sorte de patrimonialisation de la société. Alors maintenant, ce qui est intéressant, et ça rentre un peu dans le sujet d'aujourd'hui, c'est de faire cette analyse, mais entre générations. Alors, première chose, en termes absolus, l'enrichissement, il a concerné toutes les générations. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas eu de baisse en termes absolus. Par contre, en termes relatifs, l'écart entre les jeunes générations et les vieilles générations, il s'est creusé. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a à peu près entre 55 et 60% du patrimoine qui est entre les mains des plus de 60 ans, les plus de 60 ans qui représentent à peu près le quart de la population. Par exemple, aux États-Unis, il y avait un article dans le Financial Times la semaine dernière qui disait que, eh bien, à 30 ans, hein, la génération du baby boom possédait à peu près 21% du patrimoine global. Aujourd'hui, hein, la génération donc, des hockey boomers ou des milléniums, à 30 ans, elle ne détient que 3% du patrimoine global. Donc, effectivement, l'écart s'est accentué de manière importante, même si prendre le patrimoine à 30 ans, c'est quand même délicat parce qu'il y a de fortes variations et on est au tout début de la vie économique. Donc, en France, c'est pareil, pour reprendre, en France, on a observé un petit peu le même phénomène, on en parlait un petit peu dans l'exposé précédent. Ça s'explique surtout, effectivement, par les difficultés d'accession à la propriété des jeunes générations. Alors, est-ce que c'est une différence de comportement? Est-ce que c'est dû au marché? Il y a beaucoup de choses qui peuvent l'expliquer. Hein. Donc, effectivement, ça a notamment été fait par le sociologue Chauvel. Donc, ça, c'est le deuxième constat. Le troisième constat, c'est de regarder le lien intergénérationnel, le lien patrimonial intergénérationnel, c'est quoi? C'est surtout tout ce qui concerne les transmissions intergénérationnelles. Donc, c'est héritage ou donation. Et donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, ce patrimoine qui n'a jamais été aussi élevé, eh bien, une grosse partie va être transmise. C'est-à-dire, effectivement, on n'est pas dans une société de cycle de vie. Chez Modigliani, les générations ne vont pas consommer tout leur patrimoine. Et donc, si on regarde la part de la richesse héritée dans les patrimoines, hein, elle est aussi de plus en plus importante. Hein, puisque le rapport, par exemple, si on fait le rapport du flux des héritages sur le flux des transmissions intergénérationnelles sur le flux d'épargne, eh bien, on constate que comme les patrimoines, il a augmenté. Hein, il a augmenté et il augmente depuis les années 70-80. Aujourd'hui, c'est-à-dire le flux des transmissions intergénérationnelles représente de 50 à 60% des flux d'épargne. Hein, donc c'est assez important. Et donc ça, c'est vrai en Europe, c'est moins vrai aux États-Unis. Donc le poids d'Anchise est de plus en plus important et ça aussi, d'un point de vue philosophique, hein, ça remet d'une certaine manière en cause un peu un système méritocratique. Donc tous ces préliminaires, c'est pour esquisser, donc ça permet d'esquisser une réponse à la question initiale, hein, concernant la confiance entre générations. Donc je résume, hein, les patrimoines sont de plus en plus importants, la part des héritages dans la constitution des fortunes est de plus en plus prégnante, et il existe effectivement, il existe toujours donc un lien patrimonial entre les générations. Donc le lien patrimonial, il existe. Hein, donc le problème, c'est que, alors on parlait de macroéconomie tout à l'heure, moi je veux plutôt me placer du point de vue microéconomique, puisque si on était dans une société altruiste, hein, au sens de l'économiste Gary Becker, hein,
eh bien, finalement, les boomers s'arrangeraient pour transmettre le patrimoine à leurs enfants qui en ont besoin. Hein. C'est par souci de... Il y a un souci dans cette logique altruiste économique, il y a un souci d'équité intergénérationnelle, donc on transmet davantage si nos générations sont moins dotées que nous. Et c'est pas, effectivement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que nos sociétés ne sont pas altruistes, comme le disait Claudine tout à l'heure. Alors, le deuxième problème, c'est qu'on hérite, effectivement, on hérite de plus en plus tard. Donc, on hérite aujourd'hui, au deuxième décès, environ 60 ans. Donc, c'est un âge où on a sans doute moins besoin d'être aidé qu'aux âges précédents. D'où, effectivement, les réflexions qui sont menées actuellement pour accélérer la mobilité du patrimoine entre les générations, pour diminuer cette inégalité entre générations. Donc, c'est doublé, effectivement, d'un débat sur les vertus pour l'économie. Hein. Il y a eu des discussions ces derniers temps sur la fiscalité des donations. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, transmettre du patrimoine des vieilles générations aux jeunes générations, ça permet d'avoir plus de consommation, puisque les jeunes générations consomment davantage. Ça permet d'avoir un patrimoine qui est moins dormant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est plus risqué, puisque en général, les vieilles générations sont moins averses au risque que les jeunes générations. Ça permet aux jeunes, effectivement, de corriger un petit peu certaines inégalités en leur permettant d'accéder plus facilement à la propriété. Et puis, ce qu'on a mis en évidence avec mon collègue André Massion, c'est que, par exemple, les donations, ça permet aussi aux jeunes générations de créer des entreprises. Donc, tout ça, ça peut avoir non seulement des vertus en matière d'inégalité intergénérationnelle, mais aussi en matière d'efficacité économique. Alors, comment faciliter Luc, si tu pouvais peut-être conclure. Mais je finis. Donc, il faut faciliter les donations entre particuliers, donc soit en taxant les successions, soit en créant des produits financiers transgénérationnels. Donc, pour terminer, hein, on résout donc le problème des inégalités intergénérationnelles, mais effectivement, le problème des inégalités intragénérationnelles, ça c'est le problème en termes microéconomiques, ça demeure, puisqu'il y aura sans doute un problème de cohésion sociale, d'où effectivement les discussions, notamment initiées par Piketty sur l'héritage universel, mais ça, effectivement, comme disait Gérard Blanc, c'est une autre histoire. Merci Luc pour ce constat tout à fait intéressant sur le problème des patrimoines et de leur transmission. Alors, vous savez que la chaire a beaucoup travaillé sur ces patrimoines et comment valoriser ces patrimoines et les transformer en revenus. Et on a un certain nombre de propositions qu'on rappellera d'ailleurs à la fin dans les conclusions de cette conférence. Je voudrais maintenant me tourner vers Camille Etienne. Camille Etienne est bien là? Oui, je vous entends. Oui, Camille Etienne. Bon, Camille Etienne se définit comme une activiste pour la justice sociale et climatique. Et c'est l'auteur d'une série de courts-métrages qui s'appelle Pensée sauvage, une série sur l'urgence climatique et sur l'intergénérationnel. Donc, ce qui est tout à fait opportun pour notre propos. Alors, Camille, quelle conception avez-vous de la justice sociale et climatique et comment voyez-vous ça pour renforcer la confiance intergénérationnelle? Super, je vais être rapide, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vous laisse me couper si jamais je déborde. 7 minutes maximum, oui. 5 minutes maximum. Très bien, c'est parti. Non, mais en fait, en effet, moi, ce qui s'est passé pour raconter un peu l'histoire, c'est plusieurs choses. C'est d'abord qu'on avait fait une vidéo qui cherchait, après le premier confinement, à dire est-ce que vraiment ce serait pas, comme disait Bruno Latour, c'est une crise et donc ne pas tirer de leçons d'une crise, c'est gâcher une crise et alors c'est très grave. Donc, suite à cette annonce-là, suite à évidemment tout ce que ça avait remué, j'ai écrit un texte et mon meilleur ami qui est réalisateur l'avait mis en image et on avait une danseuse qui était là et à un moment donné, j'utilisais aussi ce mot de boomer. Et en fait, ça a été pas très bien perçu par quelques personnes, quelques aînés. Et en fait, ça m'a beaucoup questionnée parce que nous, on utilisait, alors c'est un mot nouveau. Et donc, en fait, il faut pas confondre les baby boomers, donc, qui sont une tranche d'âge aussi, avec les boomers, qui est plutôt une façon aujourd'hui de voir le monde, qui est de dire d'être attaché à des anciennes valeurs sans vouloir absolument aucun changement.
C'est un mot qui est nouveau et donc chacun aime un peu la définition qu'il veut. Donc maintenant, j'arrête de l'utiliser parce qu'en fait, ça amène à beaucoup de malentendus. Donc suite à ça, pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que suite à ça, je me suis beaucoup questionnée sur cette question intergénérationnelle et il se trouve que moi, personnellement, il y a ma grand-mère est en fin de vie, et ma mère a arrêté son boulot pour s'occuper d'elle. Et donc, c'est une question que je connaissais pas du tout et qui m'arrivait en pleine face. On a aussi pendant la pandémie, il parlait beaucoup de jeunesse sacrifiée. Moi, on me demandait tout le temps, est-ce que vous vous sentez être sacrifié en tant que jeunesse? Et en même temps, on avait nos aînés qui pouvaient voir personne dans leurs EHPAD, des grands-parents qui étaient là en détresse aussi d'avoir un peu de lien avec leur famille. Et donc, en fait, je me suis dit, qui est réellement sacrifié? Est-ce que vraiment c'est fructueux de diviser pour mieux régner quelque part et de vraiment créer ce conflit intergénérationnel? Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait un tabou très grand autour de cette question-là, surtout dans notre société, que c'était pas un sujet dont on parlait beaucoup et pas très sereinement. Et pour autant, j'ai eu envie d'y réfléchir et donc je me suis posée, j'ai écrit un texte et c'est devenu la vidéo qu'on a tournée où on fait danser plein de personnes de plein d'âges différents. Donc tout ça pour vous résumer en 3 minutes le fond de ma pensée sur ces sujets intergénérationnels. À mon sens, le message principal, c'est de faire comprendre que bousculer ce qu'on appelle le monde d'avant, même si j'aime pas beaucoup ce mot, ça veut pas dire le faire disparaître. Ça veut dire s'en saisir et c'est peut-être aussi ça, grandir. Il n'y a rien qui est fixe. Le principe de l'histoire, c'est qu'elle est en mouvement, c'est que c'est un mouvement dans son essence et donc il faut aussi accepter quand on a une génération, et par génération j'entends les gens qui aujourd'hui habitent la Terre. Ça veut pas dire grand chose, les jeunes, il n'y a pas que nous qui pouvons faire des choses, il faut qu'on travaille avec ceux qui sont aujourd'hui, qui ont les mains du pouvoir politique, économique, ceux qui ont eu l'expérience avant nous. Donc du coup, voilà. Du coup, il faut réussir à voir la génération comme quelque chose de plus large, comme l'ensemble de la population qui habite la Terre aujourd'hui. Et il faut que cette génération-là se saisisse justement de son histoire. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que on doit avoir l'humilité de se dire que les questions, les réponses d'hier, elles ont répondu aux questions d'hier. L'agriculture intensive, par exemple, ça a permis de nourrir plein de gens. Peut-être que je ne serais pas là sans ça, mais aujourd'hui, il faut avoir l'humilité de se dire que c'est plus le cas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pareil pour ce modèle d'une croissance infinie dans un monde fini aux ressources limitées. Il a peut-être permis à des gens de sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc en fait, il faut il arrive au bout parce qu'on est en train de péter ce qu'on appelle des limites planétaires qui met en danger l'intégralité de l'humanité et avec elle beaucoup d'autres espèces. Donc à mon sens, il faut vraiment qu'on ose se poser cette question du sens, qu'on ose se dire qu'est-ce qu'on réinvente, sans vouloir réinventer la poudre et dire simplement ce que vous avez fait, ça n'allait pas, vous nous laissez une planète dans un état pas possible, comment est-ce que vous osez faire ça? Pour moi, il faut plutôt se dire comment est-ce qu'ensemble on avance, comment est-ce qu'on apprend de ce qui a pu être fait avant pour répondre aux questions d'aujourd'hui. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est de répondre aux questions d'aujourd'hui. L'urgence climatique, elle est même pas qu'une question de génération future, elle nous concerne nous maintenant. Il y a quand même 50 000 personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air. C'est d'ailleurs souvent les plus âgés qui ont des difficultés respiratoires. Donc ça, c'est un seul des exemples très concrets, mais il y en a plein d'autres. Donc en fait, cette urgence climatique et sociale, elle se pose aujourd'hui, elle nous impacte aujourd'hui. Et donc il faut que les gens qui aujourd'hui sont en mesure d'y répondre le fassent collectivement. Donc pour moi, c'est fondamental de retrouver un dialogue entre générations pour pouvoir mettre une action collective, sinon on n'y arrivera pas. Donc on n'a pas besoin uniquement d'admiration, de merci, de bravo la jeunesse, ni non plus de condescendance parce qu'on reste jeune et on fait ce qu'on peut. On a besoin d'aide, sincèrement, et donc c'est plutôt une main tendue pour que l'intelligence collective fasse son travail et qu'on avance. Merci Camille, c'est une très belle conclusion. Et je voudrais maintenant passer à la deuxième phase de ce focus, celui du débat entre les 4 intervenants. Alors c'est Fanny Guinochet qui va animer ce débat pendant une dizaine de minutes et ensuite on prendra des questions de la part des internautes, des auditeurs. N'hésitez pas alors sinon à poser des questions par SMS. Voilà. Alors Fanny, tu as la parole. Bonjour. Pour animer ce débat qui effectivement est extrêmement riche. Merci beaucoup à tous.
N'hésitez pas, j'en rajoute une couche entre guillemets, à poser vos questions. Je vous redonne le numéro 07 49 08 72 79. Il s'affiche en bas pour des questions que nous aurons le plaisir de prendre tout à l'heure. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses. Peut-être commencer par une des questions que soulevait Hakim El Karoui tout à l'heure en disant le pacte entre les générations est déchiré et peut-être se tourner vers vous, Claudine Atia-Donfou, qui est sociologue. Comment on peut éviter que ce pacte se déchire? Surtout que quand c'est ambivalent parce que quand on écoutait ce matin Jérôme Fourquet de l'IFOP, il disait que cette crise avait peut-être plutôt tissé des liens entre jeunes. En tout cas, il y avait des solidarités qui s'étaient mises en place. Alors, comment instaurer des solidarités sans que la société, qui est prise par des vents contraires, fasse en sorte qu'il ne se déchire? Bon, je vais essayer de répondre parce que là, c'est un vaste problème. Qu'il y ait des solidarités, c'est évident, mais elles se sont, comme je le disais, c'est surtout au niveau plutôt individuel, familial, interpersonnel. Elles se sont Et énormément comment faire pour développées. qu'elles deviennent collectives, justement, pour qu'elles se... Ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment tout le problème qui est posé dans cette réunion et dans les réflexions, parce que il y a déjà des possibilités, je pense que des possibilités aussi de voir autrement les différences globales entre générations, parce que il faut pas seulement comparer deux générations à des phases de vie différentes. Il faut voir l'ensemble du parcours. C'est-à-dire que c'est un peu, je veux dire, de voir à des phases de vie différentes. Les jeunes, au début de leur carrière, évidemment, ils ont beaucoup moins de patrimoine, beaucoup moins de revenus qu'ils n'en auront quelques années plus tard. Donc, pour pouvoir bien les comparer, il faut reconstituer l'ensemble du cycle de vie et comparer comme ça les autres générations avant de pouvoir les mettre en conflit les unes avec les autres. C'est-à-dire que c'est pas très créatif, très productif de les mettre en conflit. Et il ne faut pas oublier que si on touche aux retraites, si on met certaines mesures pour diminuer les retraites et pour mieux favoriser les plus jeunes, qui est-ce qui aura des retraites diminuées? Ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Ce ne sont pas ceux qui sont déjà retraités, ce ne sont pas les boomers. Toute mesure concernant les retraites va toucher les retraites des jeunes actuels. D'ailleurs, souvent, ils sont inquiets pour savoir est-ce qu'ils eux-mêmes, ils auront des bonnes retraites. Bon, maintenant, toutes les questions économiques, toutes les propositions pour mieux répartir les richesses et le patrimoine sont très bienvenues. Je pense que bon, les questions de donation, favoriser les donations, diminuer les inégalités intragénérationnelles sont très importantes pour limiter les conflits. Ces conflits générationnels ont quelque chose de factice dans certains cas. D'accord. Parce qu'il y a des conflits généraux, des conflits concernant les inégalités sociales et qui finalement se retournent et se transforment en conflits générationnels. Mais si on fait des études et qu'on voit au niveau individuel, il y a eu, comme je le disais, une énorme amélioration des relations interpersonnelles, sur le plan interpersonnel entre générations, alors qu'au XXe siècle, il y avait des conflits, énormément de conflits qui ont culminé en 68, mais qui ont continué aussi. Or, avec les transformations des modèles d'éducation, ça n'existe plus. Mais il reste des problèmes d'éducation. Il y a un gros problème. Alors, il y a le problème du patrimoine, mais il y a le problème de l'éducation. Je ne vais pas développer ça, mais le problème de l'éducation qui fait qu'il y a des inégalités face à l'éducation. Il y a des insuffisances de transmission dans l'éducation, qu'on fabrique des générations qui ont peut-être des avantages énormes par la prise de conscience des problèmes climatiques, etc., mais qui ont des carences au niveau de la culture, et qui ont des carences au niveau de la connaissance, au niveau social. Et ça, c'est très important. Donc, il faut absolument prendre conscience, développer le système éducatif dans les comparaisons internationales. Oui, on voit que la France a un peu de... Il y a vraiment...
je me permets de vous couper, je me tourne vers Hakim El Karoui pour rééquilibrer, on a bien compris votre propos, rééquilibrer les richesses, la pauvreté. Est-ce que par exemple vous êtes favorable à un RSA jeune, puisque c'est un des gros sujets, alors pour rééquilibrer ça peut être les donations, hein, comme l'encourageait Lucas Rondel, il en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que par exemple la question d'un RSA jeune, d'un revenu minimum jeune, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place selon vous? Bien. Avant de parler de création disons, de nouveaux dispositifs sociaux, je pense qu'il faut rester sur la question de l'équilibre. Parce que tout le système social français, notamment le système des retraites, il est fondé sur un équilibre et sur un transfert. J'entends qu'il y a moins de conflits de génération sur le plan social et privé. Mais sur le plan économique, non seulement ce n'est pas un conflit, c'est une captation. Je ne crois pas que le sujet, ce soit de créer une allocation pour les jeunes. Le sujet dont on parle, c'est tous les actifs qui sont concernés. Et les enjeux économiques et financiers sont absolument considérables. Et moi, ce qui m'inquiète quand j'entends dire qu'il n'y a pas de conflit entre les générations, c'est que j'ai l'impression que c'est une ruse. Une ruse pour dire, mais non, tout va bien. Mais non, tout ne va pas bien. On est face à une situation d'injustice absolument terrible qui va augmenter encore avec le temps. Et moi, je pense que la principale réforme qu'il faut faire, c'est déjà augmenter la CSG pour que tout le monde paye le même impôt. La CSG plus basse pour les retraités, elle était justifiée au moment de sa création par le fait que les retraités étaient plus pauvres que le reste de la population. C'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron a essayé d'aligner la CSG des retraités. Oui, mais il n'a pas réussi, justement. Et il n'a pas réussi, pourquoi? À cause du lobbying politique. Les Gilets jaunes ont aussi contribué. Bien sûr, mais les Gilets jaunes, c'était qui? Et qui a participé aux étages des Gilets jaunes? La moyenne d'âge, je crois que c'était 63 ou 64 ans. Le pouvoir politique, il est là. Tout simplement parce que ce sont les électeurs. Donc, moi, franchement, pour moi, le sujet, c'est pas le RSA jeune. Le sujet, c'est assurer la justice entre les générations, permettre à les générations qui travaillent aujourd'hui d'avoir une retraite demain, ce qui veut dire soit augmenter les impôts des retraités, soit baisser les pensions. Baisser les pensions, pas pour les distribuer, mais pour faire un fonds de réserve, tout simplement parce que démographiquement, on sait très bien que la génération qui sera à la retraite demain n'aura absolument pas ce qu'elle mérite en termes, vu ce qu'elle a contribué. Après, s'il y a des surplus, on peut créer un RSA jeune, on peut débattre de l'intérêt philosophique, moral, social, de donner une allocation tout de suite à des jeunes. Mais avant ça, je serais même plus pragmatique. L'économie s'est arrêtée et on a endetté de façon incroyable le pays pour soutenir l'économie par solidarité avec une génération. C'est pas vrai en France, c'est le cas partout dans le monde. J'espère que cette génération qui a été sauvée par les actifs, maintenant, va se dire, maintenant, il faut qu'on rende l'appareil. Et pardon de parler trivialement, mais rendre l'appareil, c'est aussi une question d'argent. Parce que sinon, c'est la génération qui déjà a une charge énorme en termes de financement des retraites, c'est sur cette génération-là que va peser la dette Covid. Donc la dette Covid, il faut pas la cantonner, il faut la rembourser maintenant. Et la logique, ce serait que ceux qui ont profité d'une certaine manière de ce sacrifice générationnel soient les premiers contributeurs, surtout quand ils sont plus riches que les autres. Merci, merci Hakim El Karoui. Je pense que c'est un sujet conflictuel. Et donc c'est pour ça que je vous dis que le pacte, en tout cas le pacte économique entre les générations, est déchiré et à mon avis sera encore plus déchiré par la crise Covid. Alors, il y a Claudine Athias-Donfou qui veut rajouter quelque chose et après je me tourne vers vous, Lucas Rondel. Voilà, je voulais dire simplement qu'il ne faut pas oublier les inégalités intragénérationnelles. Et quand on insiste sur les inégalités intergénérationnelles, on oublie que le problème, par exemple, parmi les jeunes, il y a des inégalités énormes entre ceux que la famille peut aider, ceux qui ont un patrimoine et ceux qui n'ont rien, ni formation, ni emploi, ni rien. Et on retrouve aussi des inégalités intragénérationnelles moins grandes parmi les vieux. Et donc, ce sont ces inégalités qu'on peut compenser. Et à trop insister sur les inégalités intergénérationnelles, on gomme ce qui pourrait être mieux corrigé. C'est l'ensemble des inégalités sociales qui vont cesser de se creuser. Fanny, je pense que ça, il faut faire. Il va falloir effectivement qu'on écoute aussi les internautes et les auditeurs avec leurs questions. Donc peut-être essayer de conclure. Oui.
Peut-être conclure avec Lucas Rondel. Comment, après la crise, on peut justement renforcer ces solidarités? Est-ce que il y a des moyens pour ça? Est-ce que la crise va permettre de faire en sorte qu'on ait une prise de conscience? On parle beaucoup de pédagogie avec la chaire. Est-ce que vous croyez que ce sera l'occasion? C'est la réflexion qui est menée actuellement au ministère de l'économie, c'est-à-dire il y a deux réflexions. Il y a le fait effectivement toutes les comment dire les discussions qui ont trait à la fiscalité des donations pour accélérer effectivement les transferts intergénérationnels entre générations. Il y a aussi toutes les discussions, tous les débats sur l'orientation qu'il faut favoriser pour l'épargne Covid. Mais l'épargne Covid, bon, elle a été effectivement, il y a à la fois une épargne forcée, donc celle-là sans doute qui est assez facile à réorienter, mais tout ce qui concerne l'épargne de précaution, ce sera plus compliqué. Donc le problème de la fiscalité des donations, c'est vrai qu'on y a eu souvent recours. Les gens, ils sont assez sensibles, mais effectivement, cette réflexion sur la fiscalité des donations devrait s'accompagner aussi par une réflexion sur la fiscalité des successions pour essayer de favoriser l'une par rapport à l'autre. Il y a effectivement, mais il y a aussi le problème qui vient d'être soulevé, c'est-à-dire qu'en termes de patrimoine, vous n'avez pas que des inégalités intergénérationnelles, vous avez beaucoup d'inégalités intragénérationnelles. Et donc, effectivement, vous avez d'un côté les héritiers, ceux qui vont bénéficier effectivement des héritages et des donations, et de l'autre, ceux qui ne vont pas en bénéficier. Donc c'est aussi là qu'il y a toutes les discussions qui ont été initiées par Piketty et consorts, sur est-ce qu'il faut effectivement faire une fiscalité très forte sur les successions pour pouvoir la redistribuer à tout le monde, un peu sur le modèle de l'allocation universelle. On va peut-être en rester là sur ce débat entre les intervenants. Bon, le débat va rebondir avec les questions des internautes et des auditeurs. Alors, je lis la première question. La forte pauvreté des jeunes par rapport aux autres générations n'est-elle pas une source importante du manque de confiance des jeunes dans les institutions françaises? Qui veut répondre? On peut peut-être demander à Camille Etienne. Voilà. Oui, Camille Etienne. Vous m'entendez? Oui, parfait. Ce sera plus empirique parce que là, j'ai pas de chiffres spécialement ou d'études là-dessus. Donc, si d'autres experts autour de la table ont des choses pour appuyer, ce sera avec plaisir. Mais surtout, on l'a vu pendant la pandémie, en fait, cette précarité qui a grandi et qui a été prise au sérieux assez tard par les pouvoirs publics. On se rend compte quand même qu'il y a eu des jeunes qui ont dû faire la queue pour aller avoir à manger, tout simplement. C'est la première fois qu'ils faisaient appel à des restaurants solidaires, c'est quand même assez grave. On a eu beaucoup de gens qui ont été en décrochage scolaire, qui se retrouvent maintenant, qui arrivaient sur le marché du travail, et qui se sont retrouvés sans rien. Donc ça a accentué une précarité qui était déjà là et la réponse politique a été très tardive et parfois assez partielle. Elle a commencé par un prêt. Est-ce que réellement s'endetter, c'est vraiment une solution à apporter, une aide à apporter à cette jeunesse et à la précarité de la jeunesse? Je suis pas certaine. Donc je pense que ça a creusé en effet le manque de confiance qu'on peut avoir dans des institutions. Aussi le fait le sentiment de se sentir souvent écouté mais pas entendu. C'est surtout ça, notamment sur le climat. Je ramène à ça, mais parce que je crois que notre génération fait assez bien le lien entre la justice sociale et climatique et comprend, en tout cas, une partie que c'est extrêmement lié. Et donc, en fait, l'idée de se dire que ça fait depuis plusieurs années que maintenant, tous les jours, enfin tous les vendredis, on était dans la rue, qu'on se mobilisait massivement et que derrière, on n'avait pratiquement aucune réponse politique à la hauteur sur l'urgence écologique. Je pense que ça aussi participé du fossé qui s'est creusé entre une jeunesse qu'on dit souvent apolitique, mais pour moi qui ne l'est pas. Elle est politique dans le sens de Rosan Vallon et de la contre-démocratie. Elle crée une autre manière de s'engager. Elle se saisit du politique au sens de police, de gestion de la cité. Mais il y a une confiance qui est en train de s'amoindrir, en effet, dans les institutions traditionnelles parce qu'on les sent pas à l'écoute de l'essentiel de leur fonction qui est d'être à l'écoute des citoyens. Donc, je laisse répondre. Merci Camille. On va peut-être, Hakim était déjà intervenu sur la pauvreté des jeunes qui a augmenté, c'est indéniable. On va peut-être passer à une autre question. Pour montrer vos engagements respectifs, seriez-vous prêt
à monter un projet avec un père d'une génération différente afin de mettre en lumière la solidarité intergénérationnelle possible. Alors, qui veut répondre à cette question sur les solidarités et les engagements que pourrait chacun prendre avec quelqu'un d'une autre génération? Qui veut intervenir? Je crois qu'on a eu. Oui. C'est Martine Vassal. Oui, Claudine. Elle nous a donné des exemples d'actions intergénérationnelles extrêmement intéressantes, mais qui concernent aussi un grand nombre de groupes de plus âgés, de plus jeunes qui travaillent ensemble. Je crois que c'est très intéressant et que ça mérite d'être développé. Maintenant, si on demande à une personne individuelle, évidemment, vous aurez toujours, moi, évidemment, j'ai des contacts avec des plus jeunes, pas seulement de ma famille, mais d'autres, des étudiants. Ça suffit pas. Au niveau individuel, les choses fonctionnent relativement bien. C'est au niveau social. Il faudrait développer des actions intergénérationnelles. Et je voudrais compléter en disant qu'il n'y a pas que la question de la pauvreté, mais la question de l'éducation. Il y a combien d'étudiants qui décrochent au bout de quelques années ou qui ont des diplômes qui ne peuvent pas faire valoir sur le marché du travail. Il y a vraiment un problème, une crise importante de l'éducation, pas seulement de l'éducation secondaire, mais de l'éducation supérieure, et qui affecte beaucoup l'ensemble des jeunes, parce que c'est tout leur bagage et tout leur avenir qui compte. Et ça, je crois que c'est très important de le souligner et de remettre à plat toutes les formes de formation et d'éducation supérieure pour permettre finalement aux jeunes qui s'engagent, c'est très difficile de subvenir à leurs besoins pendant toute une journée. Au moins, ils aient un diplôme, ils ont les moyens ensuite de les faire valoir sur le marché du travail et de réussir leur avenir. Merci Claudine. Je crois qu'il y a eu tout au long de cette journée de nombreux exemples de solidarité intergénérationnelle, de gestes très concrets qui se sont manifestés notamment lors de la crise Covid. On va peut-être continuer avec une autre question. L'inaptitude des pouvoirs publics à apporter une réponse à la pauvreté des jeunes contribue-t-elle à générer de la défiance de la part des jeunes envers les institutions? On revient sur le problème effectivement de la pauvreté des jeunes et de ce qui est qualifié de l'inaptitude des pouvoirs publics à apporter une réponse. Qui veut intervenir? Alors, on a une autre question aussi. Peut-être, on va prendre Ah, elle a disparu. Bien, alors sur cette question de la pauvreté des jeunes et de l'inaptitude des pouvoirs publics, qui veut intervenir? Alors, c'est surtout que faire, quoi. Je crois que c'est que faire. Alors, la ministre du Travail, de l'Emploi, etc., a proposé, tout le monde le sait maintenant, a proposé la garantie jeune. Et elle a proposé de la rendre universelle. Bon. Moi, personnellement, ça me paraissait une très bonne idée. Le défi est considérable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait faire partie des solutions, effectivement, pour surmonter la pauvreté des jeunes? Oui, moi je pense qu'il faut effectivement faire quelque chose comme ça, ou un RSA jeune, ou bien une garantie jeune, mais que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a toutes les structures éducatives et d'emploi, c'est-à-dire de permettre de donner des perspectives d'avenir. C'est ça qui est important. Beaucoup de jeunes se lancent comme ça dans un travail, dans des études, sans savoir quel sera leur avenir. Et donc, c'est ça dont souffrent beaucoup de jeunes. La pauvreté, bien sûr, mais pas seulement la pauvreté, le manque de perspectives d'avenir. Qui veut rajouter quelque chose là-dessus? Ou une dernière question? Pensez-vous qu'un quota par âge dans le gouvernement, au même titre qu'un quota par sexe, serait une solution face aux défis de demain? Pourtant, on a un président jeune, hein, et ça s'est drôlement rajeuni en termes de personnel politique, en tout cas au sein du gouvernement. Absolument. Alors, c'est le problème de la représentation des jeunes dans nos instances. Camille, est-ce que
vous avez des propositions à faire. Et ben, au-delà de, je laisserai aussi les autres répondre, mais très rapidement, je ne sais pas dans quelle mesure ce serait plus pertinent que ce soit un quota ou que ce soit, par exemple, abaisser l'âge du vote à 16 ans, etc. Ce qu'il faut, c'est surtout montrer que on est entendu et que la jeunesse est prise au sérieux. Je pense que c'est nécessairement ce qu'il faut faire. En fait, si on fait des quotas jeunes et que après ils sont ridiculisés dans l'intérieur, qu'on les écoute pas parce que typiquement, je parlais récemment avec un des plus jeunes maires de France qui me racontait toute sa difficulté à faire face à des élus qui parfois le prenaient pas au sérieux. Je pense que c'est aussi là qu'il y a à jouer et qu'il y a une plus grande diversité. En fait, si on a des jeunes qui sont dans une logique, on parlait de notre président qui était plus jeune. Alors en effet, il est plus jeune, mais il est attaché pour moi à des valeurs. Enfin, à un vieux monde, il n'a pas nécessairement envie que ça bouge beaucoup sur l'urgence climatique. Typiquement, il a aucune réelle volonté. Donc au-delà d'avoir des quotas par âge, il me faudrait, à mon avis, une plus grande diversité d'origine sociale, une plus grande diversité de manière de penser, plus de femmes aussi. Et là, pour moi, on commencerait à avoir quelque chose d'intéressant. C'est plus une diversité de pensée que réellement une diversité de où est-ce qu'on se situe dans l'âge de la vie qui ferait sens. C'est assez personnel comme réponse. Pas seulement la question de l'âge des politiques, c'est la représentation des jeunes en tant que tels. Par exemple, en Finlande, il y a des représentants de la jeunesse qui interviennent dans différentes instances pour défendre les problèmes de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il faudrait que les jeunes soient représentés en tant que tels par des représentants de leurs différents problèmes. Il y ait dans la vie politique, dans les différentes instances, des gens de différents âges ou jeunes, ça ne changera rien. Ça ne changera rien à la représentation elle-même de la catégorie des jeunes. Et j'ai été frappée en Finlande par ça fait longtemps que ça fonctionne, par cette importance que prennent les représentations des jeunes dans toutes les décisions de la vie politique, au niveau des parlements, au niveau des différentes instances. Et puis souvent, ces jeunes qui se font élire parmi les jeunes, parfois ils ont ensuite une carrière politique ou non. Mais ça, c'est un manque. C'est un manque qu'il faudrait réfléchir. Moi, je ne suis pas politique, mais ce serait intéressant qu'il y ait une représentation, surtout pour la jeunesse, qui a besoin de s'engager, qui critique beaucoup les politiques. On dit que la jeunesse n'est pas politisée parce qu'il y a beaucoup d'abstention. C'est pas vrai. En fait, elle est politisée autrement. Elle va dans les manifestations, elle est un peu très critique à l'égard des politiques parce qu'elle n'est pas représentée. En fait. Voilà ce que je voulais dire. C'est pas la question d'âge. Et en tant que tel, merci Claudine. Merci Claudine. Ça pourrait être une proposition. Je pense que Camille serait d'accord. Et écoutez, ça pourrait être une proposition retenue par la chaire. En tout cas, on arrive à la fin de ce focus, de cette table ronde. Je voulais vous remercier tous vivement, parce que cette table ronde, je trouve, a été très intéressante et très, très vivante. Donc, merci beaucoup à tous. Et nous allons observer maintenant une pause de 3 minutes, me dit-on. Mais restez connectés puisque le Focus 5 démarrera dans 3 minutes. Merci beaucoup, merci à tous. À bientôt. Merci à vous.